masques FFP2, on n'en a pas eu pendant 2 mois. Ils étaient réservés à l'hôpital, uniquement à l'hôpital, pour équiper tout le personnel qui s'occupait des situations extrêmement tendues. On a commencé à en avoir un petit peu, et là, on a priorisé plutôt les dentistes, qui en avaient absolument besoin pour leur activité, et puis des médecins qui travaillaient en direct sur l'ORL, etc., sur des interventions. Et donc, on en a eu très très peu. Et donc, quand on venait nous voir pour des masques FFP2, effectivement, nous n'en avions pas. Dans les professionnels qui ont été rajoutés, qui avaient été oubliés, etc., les biologistes avaient été oubliés au tout départ. C'était assez anormal. C'est là où l'absence de dialogue a créé des tensions inutiles. Si on avait fait la liste et qu'on a discuté ensemble, on dit « Ah ben là, vous oubliez tel et tel acteur ». Les systèmes de... les soins à domicile, les SIAD, les EHPAD, etc. Les établissements, c'est l'État qui s'en est occupé, alors peut-être avec le relais des ARS, etc., mais ce n'était pas nous. Les SIAD, trop gros. Une pharmacie qui livrait un SIAD s'il y a 30 infirmières, son stock était épuisé dans la seconde qui suivait. Donc là, ça a été suivi par les services de l'État à travers l'approvisionnement de l'hôpital, des EHPAD et des SIAD. Par contre, les soins à domicile, les personnes qui travaillaient en contact avec les personnes âgées et qui les accompagnaient, on en donnait 3 par semaine. 3 par semaine, sur présentation du CESU. Bon, voilà le travail auquel on était confronté pour éviter des stockages. Mais bon, voilà, on essayait de faire en sorte que tout le monde en ait. Je ne parle pas des fois où ils étaient présents, après ils étaient enlevés. Après ils étaient de nouveau présents. Donc là aussi, vous voyez, c'était un manque simplement de communication. Parfois, c'était un oubli. Combien de TROD ont été pour l'instant achetés par les officines? 1 million de TROD ont été achetés par les officines à ce jour. Alors bien sûr, les TROD ne sont pas vendus à la population, hein, ils sont réalisés à l'officine et accompagnés dans le résultat par l'officine. Et vous avez raison, hein, le TROD, son nom l'indique, c'est un test d'orientation de diagnostic. Il ne pose pas le diagnostic. Mais l'intérêt, c'est de faire rentrer le patient dans un parcours de soins pour que justement, il puisse confirmer au niveau de la biologie le résultat. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour les tests angine. C'est un TROD. Le patient vient, c'est bactérien, il faut aller chez le médecin, c'est viral, on peut le prendre en charge sans risque. Voilà, c'est un test d'orientation. Mais ce n'est en aucun cas un test de diagnostic. Sur les relations avec les ARS. Les ARS, je pense qu'elles ont été confrontées à la même situation que beaucoup, c'est-à-dire un flux d'informations extrêmement rapide et derrière, de pouvoir traduire ça au niveau du terrain pour pouvoir l'appliquer. Et donc, eux aussi avec les mêmes difficultés. Mais j'ai trouvé que les ARS, en tout cas dans les secteurs que je connais, ont été réactives, ont fait au mieux pour accompagner les professionnels, les hôpitaux, les EHPAD, et ce n'était pas simple pour eux non plus d'être le plus réactif possible et de mettre en place la coordination. Les présidents du RPS, c'est dommage que vous ne les ayez pas auditionnés, parce que je sais que vous avez auditionné beaucoup de monde, mais ils auraient pu vous parler justement de l'expérience de terrain, des ARS, ou également des présidents de conseils régionaux ont fait des choses intéressantes en prenant le relais avec les présidents du RPS. Quand il y avait pénurie d'alcool, comment on essayait de rassembler l'alcool pour que les pharmaciens puissent fabriquer du solution hydroalcoolique? On a eu le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu le cas dans les Hauts-de-France où il y a eu une mobilisation et une facilité aussi par les préfets pour les douanes, etc., pour éviter de se retrouver confrontés, parce que c'était quand même de l'alcool. Hein, donc l'alcool, on faisait attention. Sur la pénurie de médicaments. La pénurie de médicaments, c'est nous qui avons demandé la limitation du nombre de boîtes de paracétamol. C'est nous qui avons demandé au pouvoir public, aidez-nous, parce qu'un patient qui vient chercher un nombre de boîtes disproportionné va créer de la pénurie inutile parce qu'il va vouloir stocker chez lui. Donc on a limité la dispensation à 1 boîte, voire 2 boîtes s'il y avait des symptômes. Et donc ça a été accepté par la population, tout le monde a bien compris et les pharmaciens l'ont bien compris. Vous n'avez pas parlé de l'hydroxychloroquine.
On n'en parle pas? Non, c'est pas la peine. D'accord, on en a trop parlé. On a trop parlé. Non, mais c'est simplement, nous, on a alerté les pouvoirs publics en disant, on va y arriver des prescriptions d'hydroxychloroquine, et on a dit, si on laisse faire ça, on sera en pénurie dans les jours qui viennent. Et les patients qui ont besoin de traitement n'auront plus de médicaments parce que d'autres les auront utilisés pour d'autres indications qui ne sont pas reconnues par l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, avec les médecins, on a trouvé qu'il était plus simple de se mettre d'accord pour éviter de se retrouver dans des situations de pénurie pour les patients chroniques qui en avaient besoin. Sur les masques, est-ce que d'autres acteurs ont été sollicités? Je pense que non, sauf là dernièrement, sur les masques alternatifs, les masques distribués aux patients qui sont bénéficiaires de la C2S, eh bien, sans nous avertir, alors que ça faisait 1 mois et demi que nous discutions avec les pouvoirs publics, on a appris que c'était la Poste qui allait les distribuer. C'est assez... Alors, on aurait pu nous dire, écoutez, on n'arrive pas à faire affaire avec vous, même si on était très raisonnable, on préfère le faire avec la Poste. Mais non, on l'a appris aux 20h. Ah, bon, c'est pas très agréable, quoi. Même si à la limite, c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais voilà, que si on a commencé une discussion, autant nous dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ce qui est choquant de cette affaire, je vais vous dire, c'est qu'on a demandé aux pharmaciens d'acheter des masques alternatifs, pour privilégier les masques alternatifs plutôt que des masques jetables. Donc les pharmaciens ont des stocks de masques alternatifs, à la demande de l'État. Et aujourd'hui, on dit que pour les bénéficiaires de la C2S, on va utiliser des stocks État et on laisse les pharmaciens avec leurs propres stocks. Là aussi, manque de considération de la part des pouvoirs publics vis-à-vis d'une demande qui avait été faite pour stocker. Sur les gels hydroalcooliques, là aussi, nous avons fait preuve de responsabilité. On a demandé aux pouvoirs publics d'encadrer les prix pour pas qu'il y ait de dérapage. Et on a fabriqué des solutions hydroalcooliques. Alors, bon, la grille de l'établissement des prix n'était pas terrible, hein, parce que le prix du 100 millilitres était plus cher que le prix du 125 millilitres. Allez faire comprendre ça à un pharmacien qui sait les doses, qui a l'habitude de faire des calculs, et de trouver que le 100 millilitres coûte 1 euro plus cher que le 125 millilitres. Donc là, on a eu un petit problème. Donc après, on a eu les contrôles des GCCRF qui nous disent « Ah, vous avez mis un 125 millilitres, vous avez vu le prix ?» Ben oui, il doit être plus cher que le 100. Ah mais non, il doit être 1 euro moins cher. Allez comprendre ça. Donc on a eu là aussi quelques petites difficultés, mais on manque plus de gel. Et on a maintenant retrouvé des flacons, parce qu'il fallait trouver à la fois la fabrication, mais également les flacons pour pouvoir les distribuer. Monsieur, votre remarque par rapport aux pharmaciens indépendants, groupés ou pas groupés, franchement, dans la profession, dans cette affaire de crise, il y a une grande solidarité entre les pharmaciens et les organisations. On a tous travaillé ensemble avec syndicats et ordres et avec les groupements en disant que bon, ceux qui pouvaient avoir des masques, eh bien, ils devaient les mettre à la disposition de tout le monde et de ne pas se retrouver bloqués parce qu'on n'appartenait pas à telle organisation. Au contraire, on a travaillé dans ce sens. Et donc les demandes de TROD, oui, on a beaucoup de demandes de patients qui souhaitent tout simplement savoir et connaître leur situation, voilà, dans un esprit de grande complémentarité et de parcours de soins. Et juste par rapport à la question sur les statistiques. Donc effectivement, les pouvoirs publics n'ont pas organisé une remontée d'informations de ces TROD, au vu des polémiques. Parce que si en plus, il y avait eu une statistique organisée par l'État, je pense que la pression serait encore montée d'un cran de la part de nos confrères biologistes. Mais c'est pour ça que nous avons contractualisé avec Covidia. Covidia, c'est une organisation d'intérêt public, avec une dizaine de médecins, membres de l'Académie de médecine, qui travaillent sur spécialistes de virologie, d'urgence, etc. Et eux avaient déjà un outil qui permettait de collecter les données. Ils avaient commencé par une étude sur Rungis, pour vérifier si un Rungis, en faisant des tests, combien de personnes avaient rencontré le virus. Donc, on a décidé d'avoir un accord avec eux
pour que les trodes réalisées en officine ne servent pas qu'à la curiosité du patient, même si elle est légitime, mais permettent d'avoir une photographie région par région, département par département. Parce que c'est ça qui va être intéressant à travers cette remontée d'informations, de pouvoir s'en servir pour une stratégie de santé publique. Et je vous confirme, aucune relation avec Santé publique France, aucune participation au comité scientifique, etc. Et là, ce n'est même pas Santé publique France qui nous a contactés. C'est la Direction générale de l'organisation des soins qui nous dit comment on va faire pour le mois de septembre. Est-ce qu'on va continuer à distribuer ou pas à distribuer des masques gratuitement aux professionnels? Mais ce n'est pas Santé publique France, c'est encore le ministère. Notre interlocuteur, c'est bien sûr le ministère de la Santé. On a beaucoup travaillé avec les conseillers quand ils étaient disponibles, parce qu'ils étaient dans une situation, eux aussi, extrêmement difficile. Ils étaient très sollicités, mais ils répondaient. Et c'est vrai que les relations avec le directeur de la CNAM ont été extrêmement resserrées, parce que nous avions bien sûr le renouvellement des traitements, le remboursement de ces renouvellements, et donc nous faisions des réunions quotidiennes avec lui pour pouvoir justement organiser les choses, mettre en place toute cette stratégie, et surtout faire attention à ce que la chaîne de traitement de l'assurance maladie suive. Parce que le risque que l'on avait, c'est que tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Mais est-ce que la chaîne de liquidation de la CNAM, parce que nous faisons le tiers payant, donc on avance les frais pour les patients, il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'incident. Parce que déjà que les pharmacies étaient en difficulté, si elles se retrouvent en difficulté de trésorerie parce qu'un retard de paiement de la part de l'assurance maladie, et on a été très attentif avec le directeur à ce que la chaîne de liquidation fonctionne, même dans des conditions exceptionnelles, et on n'a pas eu d'incident. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé également avec la CNAM.